Donc voilà, ça c'est le titre de l'exposé d'aujourd'hui, l'enseignement de la géométrie non euclidienne en Italie au tournant du XXe siècle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut apporter l'enseignement, l'étude de l'enseignement de la géométrie non euclidienne à l'histoire de la discipline, donc à l'histoire en fait de la géométrie non euclidienne. Donc, à justification de la choix du sujet, on peut dire que ça peut donner des informations concernant la diffusion de la géométrie non euclidienne. Et aussi, ça qui, on parlera après, mais bon, ce qui est assez intéressant aussi, c'est les publics, c'est-à-dire les étudiants auxquels sont adressés les cours, les enseignements de géométrie non euclidienne en Italie ne sont pas des simples étudiants universitaires, on verra. Sont plutôt des futurs enseignants de mathématiques. Et donc finalement, on peut aussi donner quelques réponses sur comment les géométries non euclidiennes sont-elles considérées chez les mathématiciens, en particulier les géomètres de l'époque, et quels sont les points cruciaux, donc les problèmes ouverts et les éléments qu'on met en évidence. Et dans les problèmes ouverts, je vais considérer aussi quelques problèmes historiographiques, comme par exemple la place des Saccheri dans l'histoire de la géométrie non euclidienne. Donc je vais me concentrer aujourd'hui surtout sur l'Italie, donc en fait, avec David Rowe, on a un travail en cours qui concerne pas seulement l'Italie, mais en fait aussi l'Allemagne, dans le sens qu'on a l'idée de publier les deux cours de Gino Fano et de Corrado Segre. Les premiers sont des cours, il s'agit d'un cours lithographié sur les géométries non euclidiennes. Pour Corrado Segre, il s'agit d'un manuscrit qui est contenu à la Bibliothèque des mathématiques de Turin. Et donc, pour ce que vous voyez là, c'est la date. Donc, c'est la date de la publication, bien sûr, dans les cas des cours lithographiés, c'est le 1898. Dans les cas du cours manuscrit, c'est un peu après, 1902-3. Et pour ce qui concerne Clay, en fait, c'est un cours de géométrie non euclidienne qui n'est pas contenu dans le livre bien connu, rédigé par Roseman et publié par Springer en 1926. Donc, et là, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si j'aurai le temps de les mettre en évidence aujourd'hui, peut-être David va continuer un peu dans son exposé, c'est le lien entre Italie et Allemagne sur ces sujets-là qui sont assez intéressants. Donc, on pourrait se demander pourquoi j'ai choisi l'Italie, même pour des raisons évidentes, mais aussi parce qu'en effet, je cite en fait cette phrase de Scott Walter. Donc, il mentionne en fait la multiplication des cours universitaires aux années 90 et il cite sur la géométrie non euclidienne et il cite les universités de Göttingen, Cambridge et Johns Hopkins, mais en fait, ce qu'on verra, c'est aussi qu'il y a un certain nombre de traités universitaires et donc des cours universitaires qui sont donnés aussi en Italie. Et j'ai fait un petit survey, un panorama un peu de ce qu'il y a en Italie sur ce sujet-là, pour ce qui concerne les cours d'enseignement, pas seulement universitaires, parce que De Paulis, en fait, c'est un cours pour le lycée.
Donc, il s'agit d'un cours général sur les éléments de la géométrie, publié en 1984, et où il y a aussi des notes détaillées sur l'histoire de la géométrie non euclidienne, où on mentionne aussi les contributions au fondement de la géométrie de Legendre, Gauss, Lobachevsky, Broglie, Riemann, Beltrami et Helmholtz. Et les travaux ne sont pas cités d'une manière explicite, mais quand même, De Paulis introduit les postulats des différentes géométries, donc de la géométrie hyperbolique, de la géométrie elliptique par exemple, et définit aussi l'angle de parallélisme. Donc, en particulier, il met aussi en évidence quels sont les postulats qui sont, qui sont indépendants. Bon, l'effet quelles sont les propositions d'Euclide qui sont ou ne sont pas indépendantes du cinquième postulat. Le deuxième, en fait, c'est plus intéressant pour nous parce que, première chose, Veronese est bien connu, donc le livre de Veronese est bien connu. Il s'agit de ces fondements de géométrie à plusieurs dimensions, à plusieurs espèces d'unités rectilignes. C'est un livre publié en 1991, mais qui a été tout de suite traduit, par exemple, en allemand. Et c'est un livre qui est très important dans l'histoire de la géométrie. Bon, c'est un livre très compliqué à lire, donc ce n'est pas un livre qui a eu une diffusion énorme parce que c'est un peu difficile, mais quand même qui contient des idées tout à fait nouvelles dans la géométrie de l'époque. Par exemple, la géométrie non archimédienne, les idées concernant la géométrie non archimédienne sont contenues dans ce livre-là. Et dans l'annexe, il y a une annexe à ce texte où l'auteur, il parle explicitement, bon, c'est une annexe, vraiment la première petite histoire, on peut dire, des géométries non euclidiennes. Donc, il parle un peu des différentes contributions, aussi des Saccheri, des Beltrami, des mentions des Beltrami, et il cite aussi Grassmann, Riemann, mais aussi donc, Proclus, Ptoléméus, etc. Donc, il parle vraiment de la préhistoire des géométries non euclidiennes jusqu'aux travaux de Beltrami. Ce qui bon, il se réfère aussi plusieurs fois aux travaux de Klein, par exemple, et même une section de son traité est dédiée au groupe de transformation et au rôle de la géométrie non euclidienne dans les travaux d'Helmholtz, par exemple. Donc, on verra que, comme dit Veronese même dans son annexe, la géométrie non euclidienne est donc son cours de géométrie non euclidienne, dont le contenu est en fait dans l'annexe, est très important pour la formation des enseignants de mathématiques et qui vient être utilisé dans ce contexte-là. Alors, j'ai cité un autre livre, donc c'est les questions concernant la géométrie élémentaire, publié par Henri en 1900. Ce livre-là contient un chapitre qui a été rédigé par Bonol sur les géométries non euclidiennes. Voilà, donc vous avez là les deux cours de géométrie non euclidienne déjà cités de Fam et Segre. Après, là, les premiers, les livres de Bonol, c'est les textes classiques sur les géométries non euclidiennes, qui est connu surtout dans sa traduction en anglais et en allemand aussi. Et donc, c'est un peu les livres de référence, encore aujourd'hui, on peut dire, sur ce sujet-là. Après, vous avez les conférences sur la géométrie non euclidienne tenues par Enriquez à l'Université de Bologne
et donc dans les années 1916-17, qui ont été rédigés par un élève espagnol. Et là, vous avez une approche très liée à Klein, à la géométrie projective. Bon, j'ai simplement cité, c'est beaucoup plus loin, publié en 1935, mais quand même c'est un peu un arrangement du cours lithographié des Fano. Bien sûr, il a ajouté les applications, par exemple, à la théorie de la relativité, qui sont très importants et qu'on ne pouvait pas contenir les livres, les traités que j'ai cités avant. Voilà. Alors, qu'est-ce que... en fait, là, je cite encore, vous voyez, c'est encore 1897. Eh bien, il y a déjà, dans une histoire des mathématiques, celle de l'or, il y a une référence aux géométries non euclidiennes, à l'histoire des géométries non euclidiennes. Donc, les géométries non euclidiennes sont déjà, comment dire, un sujet historique, on peut dire. Voilà. Alors, du côté de l'Allemagne, les géométries non euclidiennes sont déjà dans les livres de Baltz, la deuxième édition de 1868. Contient des notes historiques qui concernent aussi les géométries non euclidiennes, donc assez tôt, vous voyez, déjà en 68. Et il mentionne, Balzer mentionne explicitement les travaux de Lobachevsky, de Bolia et déjà la correspondance entre Gauss et Schumacher, qui a été publié quelques années auparavant. Et bien sûr aussi les travaux plus récents de Beltrame et Klein. Et Helmholtz aussi. Donc voilà. Donc le deuxième livre, c'est un livre assez connu, donc le premier, un peu l'histoire un peu monumentale qui contient surtout les sources de la géométrie non euclidienne, les Engelstec, publié en 1895. Et là, vous avez explicitement Engelstec traduisent en allemand, par exemple, les travaux de Saccheri, les travaux de Saccheri, mais aussi dans ces volumes est contenu aussi l'ouvrage de Lambert, encore sur les géométries non euclidiennes. Pour ceux qui ne savent pas, Saccheri et Lambert ont une approche un peu semblable, si on veut, à la géométrie non euclidienne, dans le sens que leur but est de démontrer que par un raisonnement un peu par l'absurde, que si on suppose la fausseté du cinquième postulat d'Euclide, on arrive à une contradiction, on arrive à un absurde. Voilà, ça c'est l'idée. Et Saccheri était avant Lambert. Après Lambert, un peu, comment dire, si on regarde les points de vue, les deux points de vue sont exactement les mêmes. Il y a quelques petits changements. Il y a des changements, mais quand même, il y a plutôt des similarités. Et donc, voilà, c'est que l'historiographie de l'époque disait, c'était que Saccheri, en tout cas, n'a pas eu une influence, que son travail n'a pas influencé Lambert et après les autres auteurs qui ont travaillé sur les géométries non euclidiennes. Voilà. Alors, dans ces cas-là, Engel et Steckel, en fait, sont les premiers qui illustrent ce point de vue. C'est-à-dire, ils pensent que Lambert, c'est lui,
bon, qui a influencé le plus les géomètres après lui, hein, dans cette direction-là. Voilà. Donc, ce qui n'est pas la même idée, par exemple, de Veronese ou d'autres Italiens qui pensent au contraire que c'était Saccheri qui a influencé Lambert et donc tous les autres. Pour dire que les points de vue déjà ici bon, sont assez différents. Donc, voilà. Après, là, c'est une histoire, l'histoire de Cantor, de Moritz Cantor. Bon, là, tout le monde connaît. C'est une grande histoire de mathématiques qui contient aussi quelques mots sur l'histoire des géométries non euclidiennes. Alors, mais en fait, deux mots sur les auteurs de deux traités italiens que je vais considérer, qui sont Corrado Segre et Gino Fano. Donc, les deux sont à l'université de Turin. Segre était un étudiant de D'Ovidio. Il était professeur de géométrie dans cette université à partir de 1877. Il a passé aussi une période, quand il était déjà professeur à l'université de Göttingen, et il est considéré un peu le fondateur, encore avant, donc juste après Cremona en fait. Cremona c'est un peu le père fondateur, lui c'est le fondateur au point de vue vraiment un peu plus pratique, dans le sens qu'il a vraiment formé l'école de Rome de géométrie algébrique, donc Enrico Castelnuovo et Severi étaient en quelque manière un peu ses élèves, d'une manière différente, mais quand même. Et Fano, en fait, c'est un étudiant de Segre, donc c'est vraiment la même racine, donc Université de Turin, justement. Donc il fait ses études avec Segre et il passe une période très importante pour lui à l'université de Göttingen aux années 93-14, où il peut écouter les cours de Klein, en fait. Après, il devient assistant professor donc, à Rome, chez Castelnuovo. Et finalement, il devient prof à Messina et juste après à Turin, où il reste jusqu'à la période où il a quelques soucis avec les lois raciales. Voilà. Donc les deux, donc Segre et Fano, ont comment dire, des relations très très fortes avec l'école de Klein en Allemagne. On a vu que Fano a passé une période là-bas. Là, c'est une lettre de Segre à Klein qui montre la grande, comment dire, admiration qu'il y a cette géomètre italien pour la méthode, il dit, synthétique de Klein. Alors, la correspondance est déjà publiée entre Segre et Klein. Entre, on peut dire plus en général, l'école de Turin et Klein a été publiée par Silvia Roero et Erika Luciano. Là, c'est juste un exemple d'une lettre pour montrer comment Segre voyait les méthodes de Klein et comment il parle vraiment d'une similarité, quand il dit, parmi toute la méthode qui me plaît le plus, par mes inclinations scientifiques, est celle que surtout vous êtes due, celle géométrique ou pour mieux dire synthétique, car elle fait usage des raisonnements ingénieux au lieu de longs calculs, etc. etc. Donc là, c'est juste pour dire que ce n'était pas seulement les Italiens qui vont chez Klein, ils écoutent et après ils reviennent en Italie et comment dire, c'est pas une relation à sens unique en fait, parce que Klein, comment dire, il avait une admiration
vers Segre et Fano, donc jusqu'au point qu'il va lui proposer une chaire, la chaire de géométrie, voilà, à Fano, qu'il ne peut pas accepter, qu'il n'acceptera pas, il va à Rome, etc. Voilà, là c'est la lettre de Segre à Klein, où en fait il demande à Klein que s'il lui donne le permis de finalement de faire, donc s'il m'était permis de vous donner un conseil, ce serait de les faire imprimer, les programmes d'Erlang qui n'est pas trop diffusé dans les mathématiques finales, et en même temps, je voudrais pour l'avantage des géomètres italiens qui ne les connaissent presque pas, publier une version italienne. Et en fait, cette version italienne a été faite, le programme d'Erlang a été traduit par Fano même et publié sur les annales de mathématiques. Voilà, donc là pour dire que les relations sont très fortes. Et finalement, donc je voulais dire quelque chose à ce moment-là sur le public en fait, de ces cours universitaires. Je reviens à l'Italie, mais aussi à l'Allemagne, parce que Klein aussi a fait son cours surtout pour la formation des enseignants. Et donc, même en Italie, en fait, il y avait une école qui s'appelait l'école des Magistero. Et donc, dans cette école-là, c'était une école pour la formation des enseignants, en particulier les mathématiciens enseignaient la géométrie non euclidienne pour les futurs enseignants des mathématiques, et il a trouvé ça très très intéressant. C'est ce qu'ils disent plusieurs entre eux, par exemple Veronese dans son annexe, il dit que c'est très important pour les enseignants en fait de prendre du recul par rapport à la discipline, de réfléchir sur les fondements de la géométrie et donc de voir la place des postulats d'Euclide dans la géométrie élémentaire, etc. etc. Donc, voilà. Ça c'est un peu l'idée, et c'est la même idée qui défendent aussi par exemple Enriquez dans ses conférences sur la géométrie non euclidienne, eux aussi qui sont données dans le contexte de l'école des Magistero, de la Scuola del Magistero, comme c'est de Veronese, de Fano, de Segre et de Castelnuovo aussi. Je ne l'ai pas nommé, mais Castelnuovo aussi, il fait des cours dans cette école-là et sur les géométries non euclidiennes. Bon, voilà. Alors, ce moment-là, je voulais parler un peu de quelques points cruciaux qui concernent l'histoire de la géométrie non euclidienne vue par le biais des cours de Fano et Segre, par exemple. Et donc, quel est le rôle du modèle de Beltrami, par exemple? Ça sera aussi le sujet en partie donc, de l'exposé de David. Donc, on a parlé aussi, Philippe a déjà pas mal parlé de ces modèles. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est assez normal de lier, donc, de trouver donc, tout de suite le lien. C'est, comment dire, presque automatique quand on parle du modèle de Beltrami, de dire, bon, ce modèle-là est lié au fait que la géométrie non euclidienne est non contradictoire. Donc le fait que même qu'il y a que la géométrie euclidienne est non contradictoire, donc la géométrie non euclidienne serait contradictoire si seulement si la géométrie euclidienne est non contradictoire, etc. Donc les deux sont tout à fait liés. Mais donc, ce qui est important, en fait, c'est qu'à l'époque, quand Beltrami a fait son modèle, ça, c'était pas vrai, simplement. C'est-à-dire, Beltrami ne se posait pas la question logique, entre guillemets, de la non-contradiction de la géométrie non euclidienne. Il se la posait d'une manière différente.
Donc on a dit par rapport à l'ouvrage de Saccheri, à son influence sur l'histoire de la géométrie non euclidienne, on a dit quelque chose de ça. On va voir un peu plus dans les détails que ce qu'on trouve dans les cours de Segre et de Fano. Donc, est-ce qu'on peut trouver quelques références pour ce qui concerne les cours de Segre, parce que Fano était avant, au système des axiomes d'Hilbert? Ça, c'est une autre question. Et une autre question concerne la théorie des fonctions fuchsiennes. Donc, normalement, on dit dans l'histoire de la géométrie non euclidienne que la théorie des fonctions fuchsiennes de Poincaré a été très importante pour la diffusion de cette discipline. Pourquoi? Parce que c'était un peu la première fois où, en mathématiques, on utilise des résultats, des véritables résultats de géométrie hyperbolique, dans ce cas, pour trouver un théorème, pour démontrer un théorème qui était qui était important, qui était essentiel pour l'époque, c'est-à-dire les théorèmes qui concernent la théorie des fonctions dites fuchsiennes. Et donc, ça serait assez important de voir en effet si, et en quelle manière cette théorie est mentionnée ou pas dans ces traités. Donc là, je ne parlerai pas trop de ça parce qu'il a été déjà mentionné par Philippe. Donc le fait que Beltrami, en Italie mais aussi ailleurs, est considéré comme donc ces résultats, en particulier son résultat concernant les modèles qui n'étaient pas appelés les modèles à cette époque-là, même par Beltrami, il appelait ça la représentation réelle, voilà, ou représentation pas modèle. Donc ça sont les deux publications en fait de Beltrami sur les géométries non euclidiennes qui sont mentionnées partout et c'est assez ils étaient déjà bien considérés comme des publications essentielles déjà à l'époque, parce que vous voyez, l'année d'après, déjà en 69, vous avez les deux traductions françaises des travaux de Beltrami qui sont publiés dans les annales scientifiques de l'ENS et traduits justement par Well. Là, c'est une image moderne de la pseudosphère. Donc, c'est que Beltrami appelle en fait les substrates réels. Il n'appelle pas modèle ou représentation réelle parfois. Donc, ça pour dire que vous avez quelques géodésies, vous voyez là, sont. Donc là pour dire justement comment, vous voyez justement là c'est la représentation réelle avec les géodésiques. Beltrami, comme a montré Philippe, a donné aussi une représentation en modèle projectif. Mais ce qu'il veut faire, en fait, c'est vraiment de trouver justement une représentation réelle d'une variété qui est abstraite, qui est le plan hyperbolique. Donc voilà, là c'est son défi et sa limite en fait, parce que comme a bien montré Philippe, en fait il y avait des problèmes mathématiques et Hilbert, c'était Hilbert, mais c'était après la mort de Beltrami en 1901, qui a démontré d'une manière rigoureuse qu'on ne peut pas en fait représenter globalement en totalité
le plan hyperbolique sur cette surface qui est une surface plongée dans l'espace euclidien. Donc c'est une surface réelle, comme il dit. Donc, et ça, c'est vraiment le but de Beltrami, c'est celui de représenter d'une manière presque physique, hein, sur quelque chose de matériel qu'il va construire, les théorèmes, les résultats du plan de Lobachevsky-Bolle. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Donc, de prendre les lignes géodésiques, de les transférer sur ces modèles-là papier et de voir comment se croisent les géodésiques, de calculer les angles et de voir si les théorèmes de la géométrie de cette variété abstraite, hein, comment s'interprète, se représente sur cette figure-là, hein, sur ces surfaces. Donc là, juste pour dire que en fait, là, le problème pour Beltrami, donc cette représentation pour lui n'est pas une question logique, hein, de contradiction ou pas de la géométrie non euclidienne. Il utilise plutôt son modèle, entre guillemets, sa représentation, un peu comme une propagande. Hein. Donc, en fait, on peut trouver donc une propagande dans le sens que c'est quelque chose qu'il utilise pour la diffusion. Donc, pour lui, bon, à l'époque, et pour lui-même, hein, c'était important entre guillemets, de comprendre, de représenter quelque chose d'abstrait sur quelque chose de concret. Et donc, et là, il faisait, donc, dans sa correspondance privée, donc, par exemple, à Placido Tardi, ses collègues italiens, Domenico Chelini, Giusto Bellaviti, sont des collègues là qui ne sont pas pris par hasard, hein, c'est-à-dire sont des collègues qui, en principe, sont contraires à la géométrie non euclidienne. Contraires dans le sens qu'ils pensent que c'est inutile, que c'est quelque chose qui n'a pas de sens, que la géométrie réelle est celle euclidienne, donc pourquoi perdre du temps à faire autre chose. Voilà, donc en gros. Donc sa représentation réelle vient à être utilisée comme un outil de propagande dans ce contexte-là. Voilà. Alors, ce que je fais là, je vais simplement vous expliquer un peu comment Fano, Segre, dans leur traité, hein, ils vont considérer un peu l'ouvrage de Beltrami et même quelques points cruciaux que j'ai nommés auparavant. Voilà. Donc, là, Fano, il fait vraiment une analyse très détaillée des travaux de Beltrami, c'est-à-dire autour de 100 pages, et il parle en fait d'un classique. Hein, on peut dire déjà les publications de Beltrami sont considérées un peu comme un classique, et c'est pour ça qu'il va détailler tout ça. Donc après, hein, pour ce qui concerne justement ce qu'on disait de cette non-contradiction de la géométrie non euclidienne, il dit, bon là je l'écris là, cette interprétation, hein, enlève tous les doutes autour de la non-démontrabilité du cinquième postulat, qui ne peut pas, en fait, l'idée c'est que le cinquième postulat ne peut pas être déduit des autres postulats d'Euclide. Et voilà, donc ça c'est l'idée. Donc c'est quelque chose qui ressemble un peu, dit comme ça, à l'indépendance, en fait. Hein? Donc, du cinquième postulat par rapport aux autres. Mais ce n'est pas encore... vous voyez que le cours de Fano, en fait, a été donné à la fin du 19e siècle, donc avant la publication de Grundlagen der Geometrie de Hilbert.
Donc, ce n'est pas par hasard, mais quand même, il y a déjà, comment dire, bien sûr, une discussion sur l'indépendance des axiomes, en quelque sorte, sur la démontrabilité ou pas, sur l'indépendance, etc. Donc, là, il s'agit plutôt, là, c'est plutôt les cours de Segre. Vous voyez, là, les cours de Segre, en fait, étaient publiés juste après les Grundlagen der Geometrie, qui sont seulement nommés, mentionnés en passant. Hein, il ne parle pas trop de ça. Mais déjà, comme vous voyez dans cette phrase-là, évidemment, les idées de Hilbert sont passées en quelque manière et il parle de logiquement possible, par exemple. Ce que je n'ai pas vu ça chez Fano ou chez d'autres. Donc les géométries non euclidiennes sont logiquement possibles comme la géométrie euclidienne. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction entre les postulats. Notre mot, ce n'est pas possible de déduire logiquement les cinquièmes postulats des autres postulats d'Euclide. Voilà. Donc, là, c'est... Donc, pourquoi j'ai mentionné ça? Parce que, bon, là, c'est les cours des fans encore. On revient à une autre question un peu cruciale qui concerne l'historiographie classique des géométries non euclidiennes. L'historiographie classique, comme disait Philippe, on parle normalement des trois développements possibles. Hein. Là, c'est le développement de la géométrie élémentaire, donc les géométries non euclidiennes qui viennent de la discussion sur le fondement de la géométrie. Donc, on va remplacer les cinquièmes postulats, éventuellement des autres, par d'autres énoncés, et donc on obtient les géométries non euclidiennes. Après, il y a l'approche de la géométrie différentielle, celui de Gauss, on peut dire, Riemann, Beltrame, etc. Et finalement, bon, il y a aussi celui des groupes de transformation qui est lié en quelque manière à celui de la géométrie différentielle, mais seulement il y a quelques éléments communs. Et après, là, c'est lui, comment dire, l'approche projective à la Klein. Voilà, donc tout ça est déjà contenu dans les cours de Fano. Hein. Tout ça se trouve en effet en Bonol, surtout. Donc c'est là, comment dire, c'est un peu l'historiographie classique qui est contenue dans la, donc que nous, comment dire, on apprend en fait la géométrie non euclidienne de cette manière-là. Et cette approche, comment dire, cette division par approche différente est bien donnée chez Bonol. Et c'est que, un peu mon argument est que, en fait, cette idée-là vient déjà des traités de Fano et de Segre. Hein. Donc, Fano, bon, j'ai cité la phrase. Segre, vous avez plus ou moins les mêmes points de vue. Et par contre, ici, dans la préface de Bonol, est clairement illustré. Bon, il dit clairement que les cours que Segre a donné à l'université de Turin lui a été emprunté pour préparer son livre. Voilà. Donc, il faut dire qu'un point de vue similaire se trouve aussi un peu différent, mais similaire aussi, dans les cours de Klein à Göttingen. Donc, ça vient aussi de là. Donc, quelques dernières remarques hein, pour ce qui concerne donc, les traités et les points cruciaux hein, contenus dans ces traités.
Donc oui, justement, on a parlé, j'ai déjà mentionné ça, donc le fait que Segre comment dire, insiste sur le fait que pour lui, les travaux de Saccheri ont influencé pas seulement Lambert, mais aussi Gauss et Lobachevsky. Donc voilà, ça c'est un point de vue qui est différent, très différent par exemple que celui de Klein dans son cours, mais aussi dans, bon, on a mentionné l'Engelsteckel, hein, qui au contraire insistait sur le fait que Lambert c'était lui qui avait influencé les autres précurseurs ou fondateurs de la géométrie non euclidienne. Et Segre va aussi à publier un article. Après son cours, il va publier un article sur l'histoire de géométrie non euclidienne, en particulier sur la place de Saccheri. Voilà. Après, une large chapitre est dédié à Pache. Il y a aussi des sections où on parle vraiment du développement, donc comment Lobachevsky en particulier a fondé les géométries non euclidiennes. Et la place de Beltrame est beaucoup plus réduite. Par contre, celle de Klein est beaucoup plus large. Voilà. Donc, comme conclusion, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire finalement quelles sont les conclusions qu'on peut tirer, hein, de tout ça? Bon, on peut dire que c'est sûr qu'à partir des années 90, mais même un peu avant, les géométries non euclidiennes sont au moins en Italie une théorie, on peut dire, acceptée, dans le sens qu'elle fait partie d'un cursus, parfois universitaire, mais au moins dans les scuole di magistero, donc pour la formation des enseignants. Et elle est déjà, comment dire, présente aussi dans quelques histoires de mathématiques. On peut dire aussi que nous avons déjà, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'enseignement universitaire des géométries non euclidiennes, cette façon usuelle de présenter la géométrie non euclidienne comme les 3-4 approches différentes que je viens de mentionner, et donc que probablement aussi ces approches-là sont, ont été développées dans un contexte pédagogique où c'était aussi important d'être clair, d'être assez, comment dire, rigoureux, clair face des étudiants. Donc le rôle de Saccheri, bon, on vient de parler de ça. Donc l'effet que, on l'a dit, les géométries non euclidiennes sont un sujet intéressant juste pour les enseignants. Et est-ce qu'il y a, donc Hilbert, on l'a vu, bon, dans le cas des Segre, au moins, il est cité en passant, il est mentionné en passant, mais pas d'une manière approfondie. Et on peut se demander pourquoi. Bon, on peut dire que la réponse, on la trouve probablement dans les conférences d'Enriquez à l'université de Bologne que j'ai citées. Il dit explicitement que, bon, ce qu'il dit Hilbert est vrai, intéressant et tout ça, mais qu'il ne s'agit pas d'un point de vue qui est bien adapté au point de vue didactique.
Donc, c'est-à-dire, ils disent explicitement, je préfère utiliser la géométrie projective parce que, en tout cas, c'est une géométrie que les étudiants connaissent déjà, et donc c'est une manière aussi de la pratiquer, mais surtout, ce qui fait Hilbert, bon, au point de vue didactique, n'est pas bien pour les étudiants. Donc, la figure des points carrés est presque absente. On ne parle pas du modèle des points carrés, hein, parce que, bon, peut-être il y a aussi, bien sûr, dans les cas des Saccheri, dans les rôles des Saccheri, dans la place des Saccheri et dans les cas de Beltrami aussi, si vous voulez, il y a aussi un côté un peu nationaliste, entre guillemets. On préfère mentionner les Italiens plutôt que les Allemands ou les Français dans cette histoire. Et pour ce qui concerne Poincaré, bon, il y a les modèles de Beltrami, les modèles de Poincaré peut être vu aussi un peu, et de Klein, parce que c'était Beltrami, Klein, Poincaré en fait, et sont vus un peu comme bon, un arrangement du modèle de Beltrami. Voilà, c'est Beltrami qui a introduit les modèles. Après, les autres ont donné des contributions qui, bien sûr, sont remarquables, mais quand même sur la base de quelque chose qui existait déjà. Et il est presque absent, donc son modèle est absent, mais même cette histoire sur les fonctions fuchsiennes n'apparaît pas. Juste une mention très, très brièvement. Bon, merci. Si vous avez quelques peut-être petites questions avant la pause, après il y aura la discussion générale à 5h30 où on pourra discuter un peu plus si vous avez des questions un peu plus larges. Oui. Dans ta comparaison Allemagne-Italie, donc en Allemagne tu cites Klein qui enseigne a priori dans les hautes classes de l'université. Est-ce qu'il y a des cours de géométrie non euclidienne dans les instituts de formation des maîtres, enfin l'équivalent en Allemagne? Là, c'est plutôt David qui pourrait répondre. Mais Klein, il donne des cours en fait pour les enseignants, non? Oui, c'est teacher training. Klein, entre les deux. That was the main career course for people, even if they got a doctorate, of course, they go into teaching. So I think it's a general mathematical audience. Donc, mais oui, il faut dire que, bon, en effet, en Allemagne, que je sache, c'est Klein. En Italie, ça, c'était plutôt répandu parce que tu as à Turin, tu as ça à Véronèse et c'est à Padoue. Donc, tu as ça à Bologne, à Rome, chez Castelnuovo. Donc, c'est vraiment un peu... Bon, c'est vrai que tout le monde se connaissait. Donc, je parle de, comme on dit, un peu d'un réseau de géomètres italiens qui partagent plus ou moins les mêmes idées, pas seulement sur la recherche, mais probablement aussi sur l'enseignement. Donc un peu une idée d'une géométrie visuelle, si tu veux, un peu donc l'idée aussi que bon, qui partagent, c'est par rapport aux enseignants de mathématiques, qu'ils auraient besoin d'un training un peu sur la réflexion, justement sur la géométrie, sur les fondements de la géométrie. Donc là, les géométries non euclidiennes ils ont trouvé ça très adapté, ce point de vue. C'est un peu ça l'idée. So you pointed out, though, I mean, Fano and Zachary are both wanting to teach the subject. It's a didactic approach, but it's interesting that Fano spends a lot of time on Beltram and some work, and Zachary does not. Do you have an explanation for that? I mean, is Fano really interested that people understand the importance of Beltrami's work historically, or is it historic interest, or is it a didactic interest? Oui, je pense, je peux répondre en français.
Je pense en fait que Fano est plus didactique. C'est lui qui parle beaucoup de ces différentes approches, géométrie différentielle et tout ça. Donc l'approche élémentaire, géométrie différentielle, projective, théorie des groupes de transformation. Donc c'est lui qui parle plutôt de ça, qui parle beaucoup de... il parle aussi des Riemann, des Gauss. Donc il a, je pense, une approche plus didactique et peut-être aussi que ça dépend aussi du cursus, c'est-à-dire qu'est-ce que les futurs enseignants, donc qui suivent l'école de magistère, ont fait avant. Donc, c'est-à-dire peut-être que Fano, il savait par exemple que ses étudiants avaient déjà fait plein de choses de géométrie projective parce que c'était lui qui les faisait. Ça aussi, à Turin, et après, il va les perfectionner de ce côté-là. À Rome, c'est vrai que Fano était assistant professeur, donc il faudrait voir un peu aussi le background que les étudiants avaient à ce moment-là. Donc, oui. Comme tu as donné au début de ton exposé la liste des traités avec des livres, tu as donné l'Italie, tu as donné l'Allemagne, alors il y en a plus en Italie dans ce que tu as donné qu'en Allemagne, mais surtout ce n'est pas du tout le même type de livre. En Italie, ce sont des traités, des cours, et pour les 3 exemples que tu as donnés d'Allemagne, il y en a 2, c'était des exposés historiques, ce n'était pas des cours. Donc, est-ce que c'est juste ton choix, ou est-ce que la situation est aussi asymétrique entre la production de traités en Italie et en Allemagne? Donc, en fait, moi, je me suis concentrée surtout sur l'Italie pour les traités. Ce que j'ai fait pour l'Allemagne, c'est de voir s'il y a déjà des livres d'histoire qui mentionnent les géométries, pour voir un peu la diffusion surtout. Donc, s'il y a déjà, bon, déjà, je dois dire que j'étais étonnée parce que Balzer, par exemple, c'était 68. Et donc là, c'est pas une histoire. Oui, et c'est étonnant déjà que tu as, comment dire, un chapitre dédié à ça, donc des notes plutôt. Mais c'est vrai que Balzer, ce n'était pas un traité universitaire, c'était... Éléments der mathématiques, c'était plutôt pour le lycée ou... Un peu le deux, oui. Donc voilà, c'est un peu parce que, oui, c'est pas clair. Ça aussi. Parce qu'en Italie, par exemple, De Paoli, c'est pour le lycée, donc voilà. Donc tu as un peu une situation mélangée. J'ai une classe pour Moritz Cantor. Comment est-ce qu'il a présenté la différence entre l'influence de Sacchetti et Lambert? Pardon, qui? Moritz Cantor. Moritz Cantor. Ça, il n'a pas trop... Bon, ce que j'ai vu, donc c'était assez vite, à ce moment-là. Donc, il n'a pas parlé de tout ça, que je sache. Donc, il n'a pas... Est-ce que dans les cours de Segre et Fano, ils ont fait un effort de prendre une optique plus large sur les questions d'indépendance et de non-contradiction des postulats? Je veux dire, est-ce que c'est présenté comme quelque chose de général avec les systèmes d'action? Je pense à Péa, évidemment, à la même époque. Non, c'est toujours centré tout à fait sur... Oui. Sur les géométries non euclidiennes, sur les modèles. Les mots aussi choisis, comme j'ai montré, sont différents dans le sens que Hilbert n'était pas encore connu avant, donc on ne parle pas de logiquement indépendant. Oui, et voilà, donc il ne distingue pas vraiment entre l'indépendance et la non-contradiction. Non, non, non. Pour eux, c'était un peu... Bon, pour Segre, en fait, parce que Fano, c'est encore dans une situation... Bon, il parle simplement de démontrabilité. Donc, voilà. Donc, merci. Je pense qu'on peut faire la pause et après, à 16h30, on reprend le...